Bonjour à toutes et tous. Nous sommes de notre côté ici au CEGEC en compagnie d'une part de Jenny Claravaro, qui est la directrice de l'enseignement pour adultes, de Stéphane Van Werve, qui est le directeur des services PO, et j'ai également une de mes adjointes, qui gère l'offre d'enseignement obligatoire qui est présente. Pour ce qui est des questions que vous auriez à poser, puisqu'on est c'est une bonne nouvelle, 80 personnes. Ce que nous vous proposons, c'est que vous déposiez les questions qui vous viennent au fur et à mesure de ce webinaire dans la discussion, puisqu'en fait, nous enregistrons la discussion et puis sur base des questions que vous aurez déposées, on organisera une réponse au travers d'un document commun. C'est comme ça que nous procédons d'habitude, ce qui nous permet de rassembler les questions. Donc malheureusement, vu le nombre, on ne pourra pas répondre aux questions en direct, mais nous ferons le nécessaire dans. Voilà, si vous êtes d'accord, je vais donc partager mon écran. Voilà, alors il nous a semblé utile de faire dans un premier temps un bref rappel du décret et de là où nous en sommes aujourd'hui. Puis, dans un deuxième temps, Jenny va vous présenter l'état de la situation des travaux en cours par rapport au partenariat possible entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement pour adultes. Alors, un bref rappel, un décret qui a été voté le 11 décembre, qui a pris comme décision de modifier les parcours possibles pour les élèves ayant déjà obtenu un CESS et ou un certificat de qualification. Vous avez ici une dia qui reprend les différents parcours habituels et vous voyez que notamment le parcours d'accès au 7TQ et au 7TQ complémentaires ont été modifiés pour les élèves qui étaient jusqu'à présent dans l'enseignement obligatoire. Et donc, hormis une série d'exceptions, les 7TQ ne sont plus organisés dans l'enseignement obligatoire, ont basculé dans le champ de l'enseignement pour adultes. Au niveau des élèves majeurs, une série de mesures qui ont été prises par rapport aux élèves majeurs qui sont régulièrement inscrits ou inscrits dans un VASPA et qui ne pourront plus être inscrits régulièrement en troisième ou en quatrième. Ça, je dirais que pour le moment, ça n'est pas la préoccupation majeure de ce débat, mais bien l'accès d'une part au 7TQ et d'autre part l'accès au 7P. Je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus puisque nous avons déjà fait un webinaire avec les PO et les directions de l'enseignement obligatoire pour pouvoir arriver dans le cœur du sujet. Mais de toute façon, ces dias, vous les aurez. Alors, avant de passer la parole à Jenny, je voudrais quand même prendre le temps de repréciser quelque chose qui est important, puisque la ministre continue de répéter partout que cette mesure était comprise dans l'avis numéro 3 du pacte et que les FPO ont été d'accord avec cette mesure. Donc, vous pouvez relire l'avis numéro 3, vous pouvez relire la déclaration de politique communautaire, ce sujet-là n'y est pas. Donc ça doit être bien clair pour tout le monde. Donc, nous ne sommes pas d'accord à manifester, mais notre responsabilité, elle est aussi d'anticiper ce qui va se passer. Nous avons, depuis le vote du décret, des réunions avec le cabinet, des réunions régulières, en vue d'établir un cadastre des possibles. Ce cadastre des possibles, c'est qu'est-ce qu'il est possible d'organiser dans l'enseignement pour adultes, pour nos élèves qui étaient jusqu'à présent dans l'enseignement obligatoire. On aura dans une dizaine de jours une réunion en interréseau où on fera un point de la situation. On doit bien constater que le cabinet n'a pas l'air de vouloir revenir un seul instant sur son décret, puisque au fur et à mesure des contacts qu'on a, on voit bien qu'ils veulent bétonner l'idée qu'un adulte soit dans l'enseignement pour adultes, a priori dans l'enseignement pour adultes, voire chez un opérateur de formation régionale. Donc ça, c'est un élément. Et le dernier élément, avant de passer la parole à Jenny, qui me semble important, c'est que nous continuons
a évidemment demandé une série de mesures pour les écoles qui seraient fortement impactées par ce décret, puisqu'on a des écoles d'enseignement secondaire qui sont touchés jusqu'à des pertes de 5 à presque 10% de leur NTPP, mais que sur ce volet-là, on n'a toujours pas non plus de réponse à ce stade-ci. Voilà, Jenny, je pense que le plus important, c'est maintenant que tu puisses faire le tour de la question de là où on en est au niveau de l'enseignement pour adultes. Et alors, on clôturera en vous disant aussi quelles sont les perspectives de travail avec les directeurs et la directrice diocésaine, que je remercie d'une part pour votre présence aujourd'hui, mais aussi pour tout le travail qu'ils font depuis le début de ce dossier pour pouvoir trouver des pistes. Donc, grand merci à elle et à eux. Voilà, Jenny. Merci beaucoup. Tu continues à passer les slides, merci. Donc, je vais peut-être faire un petit rappel. L'enseignement pour adultes est tombé des nues aussi. Ici, il y a des directions et des de l'enseignement pour adultes du CEGEC qui participent à ce webinaire. On est aussi tombé des nues quand on a vu ce projet de décret qui a été confirmé le 11 décembre, comme Patrick l'a dit. Et donc, il n'y avait pas de demande de notre côté. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que c'est important de dire que la première réaction des directions et des PO de notre côté, c'était une réaction de solidarité par rapport aux collègues et au niveau du CEGEC. On a toujours travaillé main dans la main dans ce dossier. Voilà, étant donné que le gouvernement confirme qu'il ne reviendra pas en arrière, il faut pouvoir essayer d'aller de l'avant et de développer des projets qui fonctionnent et qui fonctionnent pour les établissements d'enseignement secondaire et pour les établissements d'enseignement pour adultes. Et donc, il y a eu une série, grâce à l'aide des directions diocésaines, une série de contacts entre les établissements. Et donc, dans la perspective de ce cadastre, nous avons pu faire remonter au cabinet 29 projets de nouvelles CEPTQ en enseignement pour adultes en partenariat avec les établissements secondaires qui malheureusement les perdent. Alors, nous avons demandé au cabinet de pouvoir avoir une série de critères qualitatifs puisqu'on sait que nous sommes en enveloppe fermée dans l'enseignement pour adultes et donc nos possibilités financières pour rouvrir des septièmes sont fortement limitées. Le cabinet annonce éventuellement un soutien complémentaire pour réorganiser cette septième, mais avec un budget franchement très limité. Et donc, on sait que derrière ces 29 projets de nouvelles CTQ, il y aura très certainement, malheureusement, un deuxième tri qui va s'effectuer. Et donc, nous avons demandé que ce tri se fasse sur une base qualitative. Donc, je liste quelques éléments. La préoccupation du cabinet est d'éviter qu'il y ait des doublons en formation professionnelle ou déjà dans l'enseignement pour adultes, puisqu'on organise certaines certifications qui sont exactement les mêmes que dans l'enseignement secondaire, mais pour les adultes déjà, et donc parfois il peut y avoir des doublons. La demande qu'on a fait, c'est de ne pas casser les partenariats ou les projets innovants qui ont été développés à partir de l'enseignement secondaire avec des entreprises ou des secteurs qui sont demandeurs. Nous avons attiré l'attention du cabinet aussi sur le fait que certains PO ont fait de gros investissements récemment sur de l'équipement lié à ces septièmes et donc il faut pouvoir les amortir. Et ça ne surprendra personne. Derrière les préoccupations du cabinet, il y a une préoccupation liée au métier en pénurie, mais nous avons listé aussi la possibilité de faire remonter ou de préserver des CTQ qui sont liés à un métier unique de type artisanat ou qui permettent la poursuite d'études, puisque ce sont certains effets aussi de septième. Alors, le cadastre de la ministre, donc, vise surtout à éviter d'avoir des zones sans solution pour les élèves. En tout cas, c'est un élément qui nous est partagé. Et donc, tout ce qu'on ne réorganisera pas sera
sera ouvert à la réorganisation par soit réseau, soit par la formation professionnelle. Donc, on est en difficulté au niveau du CEGEC puisque c'est le réseau le plus impacté sur les 7e, et malheureusement en enseignement pour adultes, on est plus petit. On a 24 établissements et donc on a une grosse pression par établissement pour de la réorganisation. Mais donc on se met en route, mais il faut savoir tenir compte de cet élément. Alors, au niveau de l'interne du réseau, plutôt au niveau des PO et des établissements, on a dégagé les bénéfices des partenariats. Donc, au niveau de l'enseignement secondaire, ce qui nous est souvent remonté et qui est un avis partagé au CEGEC, c'est que si on peut limiter le choc social, donc au niveau des emplois des enseignants, eh bien ça fait partie des priorités. Si on peut maintenir un continuum pédagogique pour les élèves, ça fait partie aussi des priorités. Et alors le maintien d'une utilisation de l'outil des ateliers aussi pour les mêmes raisons. Et alors la logique des projets et des collaborations avec les secteurs est aussi une priorité. Et donc c'est un peu la base de discussion ou d'initiative du côté de l'enseignement secondaire pour lancer des réflexions avec l'enseignement pour adultes actuellement. Et donc on estime, on vous encourage à réfléchir dans cette logique pour les établissements du secondaire qui n'ont pas encore pu avoir de contact avec l'enseignement pour adultes. Alors, au niveau technique, comment est-ce qu'on peut mettre en place ces partenariats? Donc, il y a une série de choses qui doivent être faites au niveau du Conseil général de l'enseignement pour adultes et au niveau des réseaux. La première chose sur laquelle on est déjà en train de travailler, c'est de créer des dossiers pédagogiques. Donc, pour l'enseignement pour adultes, ce sont, si vous voulez, nos programmes. Alors, on doit les créer en vitesse VV'. Donc, nous activons un article de notre décret qui permet de mettre en place des organisations expérimentales durant 3 ans. Ça nous permet de créer des dossiers pédagogiques de type administratif pour accrocher, par exemple, les emplois des enseignants et ouvrir les unités d'enseignement au sein de la bibliothèque des établissements. Mais derrière ça, on aura l'occasion pendant 3 ans de travailler l'écriture du dossier pédagogique en lui-même, et donc le volet pédagogique et le volet disciplinaire seront travaillés avec les réseaux concernés. Donc on a ici autour de la table Jacques Itis, qui est quelqu'un dans l'équipe qui actuellement. Alors, certains cursus, par contre, sont préexistants chez nous. Le TMDA, l'esthéticienne sociale, le barman. Et il y a d'autres cursus qui sont relativement proches. Donc, on a 2 exemples, le brevet d'enseignement supérieur en HVAC et le brevet d'enseignement supérieur en maintenance des systèmes électromécaniques. Et donc, on pourrait aussi proposer des réorientations pour les élèves vers ce type de brevet. Le cabinet, c'est à l'attention des établissements d'enseignement pour adultes, le cabinet s'est engagé à nous permettre d'ouvrir ces brevets sous peu, puisque les programmations étaient bloquées. Alors, je passe rapidement le parcours classique de création d'un dossier pédagogique, mais sachez donc que ça passe par le Conseil général, qu'on part, lorsqu'il y a profil SFMQ, du même profil, tout simplement, on le réécrit dans un format enseignement pour adultes, et après approbation par le Conseil général, publication de l'arrêté, et donc ces dossiers pédagogiques sont disponibles pour tout le monde. Alors, je vais passer la parole à Nelly Minguels, qui est la directrice adjointe de l'enseignement pour adultes et qui va vous préciser un petit peu les conditions statutaires pour les enseignants qui potentiellement reprendraient une charge chez nous. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les enseignants de l'enseignement pour adultes relèvent aussi du statut fixé par le décret du 1er février 93. Et donc, nous avons affaire au même statut que dans celui de l'enseignement obligatoire, l'enseignement secondaire.
Et nous avons aussi l'application du du décret titre et fonction dans nos offres de formation du niveau secondaire. Donc, dans l'enseignement pour adultes, nous relevons également du décret titre et fonction pour engager les enseignants, donc sur base de titres et des fonctions accrochées, les cours sont accrochés à ces fonctions. C'est exactement le même mécanisme dans l'enseignement secondaire. Il y a toutefois quelques petites nuances qu'il faut mettre sur la table. C'est que malgré le fait que nous travaillons avec les mêmes dénominations de fonctions que dans l'enseignement de plein exercice, la fonction correspondante dans l'enseignement pour adultes est distincte de la fonction exercée dans l'enseignement secondaire, ce qui fait qu'il n'y aura pas de passage automatique avec maintien de l'engagement vers l'enseignement pour adultes, et donc les personnes pourront être réengagées, mais d'abord sous un statut de temporaire avec un détachement pour ensuite pouvoir éventuellement être stabilisées dans notre forme d'enseignement. Et deuxième remarque, c'est qu'au niveau des accroches pour fonction, il existe 2 groupes de travail, un qui travaille pour le secondaire et le spécialisé, un autre qui travaille pour l'enseignement pour adultes, et donc parfois les accroches ne sont pas les mêmes, mais ici de toute façon nous devrons remettre en place un groupe de travail qui sera chargé de créer ou d'adopter les accroches, avec donc des mesures qui pourront être prises pour ne pas léser les membres du personnel. Deuxième petite différence, c'est par rapport à la fraction de charge. Donc, dans l'enseignement pour adultes, nous travaillons en fraction de charge annuelle et nous avons 2 fractions. Donc, nous avons une fraction pour les cours généraux et les cours techniques en 8/100, donc ce qui correspond à 20 périodes sur 40 semaines de fonctionnement. Par contre, en pratique professionnelle, nous travaillons en millième, ce qui équivaut à 25 périodes sur 40 semaines. Mais donc, on travaille en charge annuelle puisque nos enseignants sont engagés dans des unités d'enseignement avec des dates de début et de fin de chaque unité et un système de lissage des attributions pour permettre aux membres du personnel d'avoir une rémunération mensuelle qui ne varie pas d'un mois à l'autre lorsque les attributions changent d'un mois à l'autre parce que des unités s'ouvrent et se ferment à tout moment dans notre forme d'enseignement. Donc, il y a une forme de lissage, mais calculée donc en 8/100 et en millième. Voilà, Jenny. Merci beaucoup. Alors, ça veut dire aussi pour l'enseignement pour adultes qu'il faut obtenir l'autorisation d'ouvrir une nouvelle offre. Donc, ici, on a un accord interréseau via le Conseil général pour avoir une forme d'automatisation de l'autorisation d'ouverture. Donc, pour les directions de l'enseignement pour adultes, ça devrait faciliter les demandes que vous allez déposer en CSR. On va soutenir l'automaticité, puisque normalement, de toute façon, il n'y aura pas de concurrence directe à partir du moment où on travaillera sur base du fameux cadastre de la ministre. Alors, on aura la possibilité aussi de soit créer de nouvelles implantations. Donc là-dessus, c'est encore un peu en discussion avec le cabinet, soit ouvrir des organisations en hors ensemble pédagogique. Et ça, c'est un élément important. On a obtenu la comptabilisation des nouveaux étudiants, des nouvelles 7e à la moyenne des cas généraux. Donc, ça veut dire que a priori, l'ouverture d'une nouvelle 7e avec peu d'élèves, donc peu d'étudiants inscrits, ne devrait pas vous mettre en difficulté. Par contre, le cabinet a accepté cette mesure pendant 3 années. Ça nous semble beaucoup trop court pour pouvoir recréer un terrain propice à l'inscription dans ces nouvelles organisations. Et donc, on est encore en cours de discussion avec le cabinet. Comme Patrick l'a dit, on rencontre le cabinet assez régulièrement et tout se fait un peu à vue en fonction des problématiques qu'on fait remonter aux conseillers. Alors, au niveau des pouvoirs organisateurs et des établissements,
Donc, on a déjà pu compter sur l'aide des directions diocésaines. Il faudra pouvoir encore compter sur elles. Ça veut dire que les diocèses vont aider à mettre en place des rencontres là où elles ne se sont pas encore naturellement mises en place. Hein, ce n'est pas un souci, mais il va falloir par contre commencer à discuter plus pratico-pratiquement assez rapidement. Et donc les directions diocésaines sont là pour vous y aider. On va partager des bonnes pratiques et des outils. On a au niveau du CEGEC une série d'outils sur lesquels on est en train de plancher pour vous faciliter les choses. Alors plus précisément au niveau des partenariats à mettre en place entre les PO, donc on a la possibilité en enseignement pour adultes de conventionner avec des partenaires et on a en fait une double logique qu'on va devoir déployer et de l'autre côté on va devoir soit avoir un lieu de cours complémentaire à ce qui se passe dans nos établissements puisque la logique c'est de pouvoir maintenir les choses là où elles sont pour soutenir le continuum pédagogique qui s'est mis en place dans l'enseignement secondaire, soit éventuellement créer des implantations. Alors, la création des implantations est pour nous une bonne approche, mais évidemment, c'est à discuter au cas par cas. Mais pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une logique partenariale qui est plus pérenne entre les deux PO et de pouvoir éventuellement même réfléchir à une offre renforcée entre les deux niveaux d'enseignement en termes d'attractivité pour l'un et pour l'autre. On pourrait se retrouver dans des logiques intéressantes. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les PO qui organisent déjà les deux niveaux d'enseignement. Et puis, de l'autre côté, il faut établir des conventions qu'on appelle chez nous les conventions article 114. Donc, ce sont des conventions qui permettent à l'enseignement pour adultes d'être prestataire pour un partenaire, en ce compris l'enseignement, c'est précisé dans le décret, pour organiser des formations à la demande. Et donc, il y a un financement qui est prévu, mais évidemment, ici, on est sur du financement à 0% pour le partenaire, c'est assez clair. Alors, plus précisément au niveau de la procédure formation hors ensemble pédagogique, donc j'ai reprécisé ici dans le PowerPoint, mais en général, les directions chez nous connaissent bien cette procédure, mais je rappelle que lorsqu'il y a une organisation qui se fait soit dans la commune de l'implantation, soit dans l'arrondissement administratif du siège, là, on n'a pas besoin de passer par cette procédure. Si vous passez en dehors, on a eu quelques cas d'établissements qui nous ont dit on est un peu trop loin pour pouvoir lancer ce partenariat. En réalité, c'est possible, mais alors il faut passer par la procédure FHE qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera certainement facilitée dans ce cas bien spécifique. Voilà, et donc on peut fournir aussi les modèles de convention aux directions qui le souhaitent. Alors, on a reçu aussi un certain nombre de questions au sujet du statut dans lesquels les élèves vont se retrouver en passant dans l'enseignement pour adultes. Donc, les élèves deviennent des étudiants, ils bénéficient du statut d'étudiant, donc ce n'est pas un souci. Mais la condition, c'est la même que pour un élève qui passe étudiant en haute école ou à l'université. Il doit être occupé principalement par son activité d'étudiant. Et donc ici, plus précisément, pour les allocations familiales, eh bien, il faut pouvoir être occupé par minimum 17 périodes de cours par semaine dans le niveau secondaire de l'enseignement pour adultes. Donc le droit aux allocations ne changera pas. Alors, les droits d'inscription, ça aussi, ça a fait l'objet de discussions et récemment d'articles dans la presse. Donc, effectivement, l'enseignement pour adultes a l'obligation de demander des droits d'inscription, dont le montant est fixé d'ailleurs par une circulaire. Donc ici, ça dépend du volume de cours qui est prévu. Donc ici, on anticipe qu'on se retrouve aux alentours de 256 € par élève, pour un an de cours.
mais on a demandé à la ministre d'étendre la logique des exemptions, puisque, par exemple, pour les demandeurs d'emploi ou certains publics, notamment les personnes qui sont dans l'obligation de venir se former en formation pour de carrière dans l'enseignement pour adultes. Par exemple, les enseignants qui viennent se former en FCC chez nous, ils sont exemptés et donc on a demandé de pouvoir étendre cette exemption, mais malheureusement, le cabinet n'a pas encore tranché. Le travail est toujours en cours. Et je terminerai par voilà, quelques infos plus spécifiques à l'enseignement pour adultes dans le réseau. Donc, on a un certain nombre de PO communs donc, qui facilitent déjà les choses. On a déjà pas mal de logiques de collaboration, même lorsqu'il n'y a pas de PO commun. Et donc, retenez que les directions diocésaines restent le lien au niveau local et que les équipes ici au niveau du CEGEC sont là en support pour soutenir les partenariats. Voilà pour nous. Et ça, c'était... Oui, simplement, j'ai ajouté aussi quelques slides de type informatif pour pouvoir situer les établissements d'enseignement pour adultes dans le réseau. Voilà, normalement, le partage est arrêté. Donc, l'objectif de ce webinaire était de vous donner donc un maximum de clés de compréhension de la situation, en vous donnant ces différentes clés et un webinaire, je pense, assez dense. Vous l'aurez compris, le fameux slogan de la ministre qui est de dire « Rien ne va changer pour les élèves, rien ne va changer pour les profs », est loin d'être aussi évident. Il aurait bien fallu une année scolaire pour pouvoir se mettre en marche par rapport à tout cela. Quelle est la suite du dossier? C'est que nous aurons un cadastre final qui sera établi par le cabinet. Ce cadastre vise à proposer par zone d'enseignement au moins une occurrence de ce qui existait dans l'enseignement obligatoire. Je dirais qu'à ce stade-ci, le stress, il est bien du côté du cabinet, puisque c'est ce qu'il a parié. Il a dit, sans aucun problème, il y aura une occurrence. Nous verrons bien. De notre côté, les contacts vont continuer à être entretenus, je dirais, de manière plus locale. À ce moment-là, probablement que des choses vont être organisées par diocèse, mais là, évidemment, ce sont les DD qui auront la main. Si en suivi de ce webinaire, vous restez avec des questions, des interrogations, quelles qu'elles soient, en ce compris, tiens, je n'ai eu aucun contact avec qui que ce soit, alors que j'aurais voulu voir si une possibilité de partenariat était possible pour ce que j'organisais en enseignement obligatoire, vous n'hésitez pas, que ce soit via Jenny, via moi, via Stéphane, de toute façon, nous partageons les mails. Je dirais que c'est la conclusion. Je vous remercie d'avoir pu vous dégager de vos obligations habituelles pour pouvoir assister à ce webinaire, en espérant bien évidemment qu'au travers de la collaboration que nous avons, on pourra quand même permettre à ces jeunes de poursuivre le cursus qu'ils avaient pour projet au départ de l'enseignement obligatoire. Voilà, je vous remercie.